C'était une nuit froide de novembre à Paris, et le caveau de la Huchette, l'un des plus anciens clubs de jazz et de blues de la ville, respirait cette atmosphère particulière que seuls les lieux véritablement vivants parviennent à créer. Les murs de pierre du XVIIIe siècle absorbaient le son comme des éponges, le renvoyant transformé, plus chaud, plus dense. Il était presque minuit un vendredi soir, et le club était rempli jusqu'à ses limites, avec un mélange de Parisiens fidèles, de touristes assez perspicaces pour éviter les endroits évidents, et plusieurs visages connus du milieu musical, qui étaient arrivés discrètement, sans annoncer leur présence. À une table isolée près du mur du fond, un homme d'une cinquantaine d'années fumait une gitane, avec la naturelle de celui qui fait cela depuis qu'il a appris à respirer. Serge Gainsbourg était habillé avec son indifférence élégante habituelle, une veste en cuir usé, une chemise entr'ouverte, les cheveux légèrement ébouriffés. Il venait au caveau de la Huchette au moins une fois par semaine lorsqu'il était à Paris, non pas pour être vu, mais précisément pour ne pas être vu. Il y avait quelque chose dans cet endroit qui le calmait d'une manière que peu de lieux dans le monde parvenaient à faire. La musique y était honnête. Les gens qui jouaient au caveau jouaient parce qu'ils ne pouvaient pas faire autre chose. Ce soir-là en particulier, il était arrivé plus tôt que d'habitude, vers 22 heures, avait commandé un whisky sans glace et s'était installé avec la discrétion de quelqu'un qui avait passé des décennies à apprendre à devenir invisible quand il le voulait. Le serveur, qui le connaissait depuis des années, n'avait rien dit d'autre qu'un signe de tête subtil. Serge appréciait cela chez lui. Le groupe prévu pour clôturer la soirée s'appelait « Les Marées Noires ». 4 jeunes de Bordeaux qui étaient arrivés à Paris 18 mois plus tôt avec une vieille fourgonnette, 3 amplis et une quantité irrationnelle d'ambition. Ils jouaient un blues rock chargé d'influences françaises, avec des textes qui mêlèrent le quotidien brutal à une poésie contenue et précise. Serge les avait vus jouer 2 fois auparavant, un soir où il n'avait pas l'intention de prêter attention à qui que ce soit, et avait fini par ne pas pouvoir détourner les yeux de la scène pendant 45 minutes. Le groupe était composé de Claire Morel à la guitare, Théo Basso à la basse, Raphaël Girard à la batterie et Vincent Lacroix au chant. C'était Vincent qui tenait tout ensemble, une voix de baryton avec une âpreté sur les bords qui semblait avoir été sculptée spécifiquement pour ce type de musique, capable de passer de la tendresse au désespoir en une seule phrase. Serge avait remarqué cela en lui immédiatement, de la même façon qu'on remarque une qualité rare, avec ce mélange de reconnaissance et de légère envie que les artistes ressentent face à d'autres artistes véritables. Mais à 23 heures, 15 minutes avant que les Marées Noires ne montent sur scène, quelque chose tourna très mal. Vincent Lacroix était dans les coulisses, qui au caveau de la Huchette n'étaient guère plus qu'un couloir étroit, avec un miroir fendu et quelques chaises en plastique, quand la fièvre le terrassa avec la brutalité des choses qui arrivent de s'en prévenir. Il avait ressenti quelque chose d'étrange pendant l'après-midi, une fragilité dans les os, une chaleur derrière les yeux, mais il avait décidé de l'ignorer, comme tous les musiciens ignorent leur corps quand un concert important les attend. Cela n'avait servi à rien. En quelques minutes, il était appuyé contre le mur, incapable de parler plus que quelques murmures rauques, avec une température que Claire mesura du dos de la main sur son front et qu'elle jugea bien trop élevée pour quoi que ce soit de raisonnable. Cette nuit n'était pas une nuit comme les autres. Le caveau de la Huchette était plein pour une raison précise. 2 producteurs d'une importante maison de disques avaient à confirmer leur présence pour écouter les Marées Noires, attirés par une démo qui avait circulé dans les bons bureaux. Il y avait aussi un journaliste des Inrecuptibles, une critique musicale connue qui écrivait pour Libération, et au moins 3 managers qui flairaient de quelque chose dans l'air. C'était la nuit que le groupe attendait depuis son arrivée à Paris. La nuit qui justifiait 18 mois de chambres partagées, de repas qui étaient essentiellement du pain et de l'espoir. Claire sortit des coulisses avec cette expression de quelqu'un qui essaie de garder son sang-froid précisément, parce qu'elle sait que le sang-froid est la seule chose qu'elle peut encore contrôler. Elle traversa le club, arriva jusqu'au technicien son, un homme nommé Édouard, qui travaillait au caveau depuis plus de 10 ans, et expliqua la situation à voix basse mais sans détour. Édouard fit la même expression que les techniciens son font partout dans le monde, quand ils entendent ce genre de nouvelles, un mélange de compréhension sincère et d'impuissance absolue. « Il y a des gens ici spécifiquement pour vous, » dit Édouard. « Je ne peux pas reporter sans perdre ces contacts. Ils sont venus ce soir. » Claire hocha la tête. Elle le savait. C'est alors qu'elle prit une décision qui la surprit elle-même. Elle monta sur scène seule, avec la guitare dans les mains mais sans jouer, et parla au public d'une voix plus ferme qu'elle ne l'était en réalité. « Bonsoir à tous. Nous sommes les Marées Noires, et nous devions être le groupe principal ce soir. » Elle fit une pause, laissant le silence s'installer. « Mais nous avons un problème. Notre chanteur est tombé malade, vraiment malade, et il ne peut pas monter sur scène ce soir. » Plutôt que d'annuler, on se demandait
Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui sait chanter? Quelqu'un qui voudrait bien nous aider? On sait que c'est une demande étrange. Mais si quelqu'un dans cette salle connaît nos chansons, ou simplement le blues, et qu'il a envie de monter avec nous, on serait vraiment reconnaissant. Le club resta silencieux pendant quelques secondes, puis commença le murmure. Ce son spécifique des foules qui ne savent pas bien quoi faire de ce qu'elles viennent d'entendre. Certaines personnes se regardèrent, d'autres regardèrent autour d'elles, comme si elles évaluaient leurs voisins. Les deux producteurs discographiques échangèrent un regard rapide, calculateur. Personne ne se leva. Serge Gainsbourg observa tout cela depuis sa table du fond, avec la gitane entre les doigts et le verre de whisky à moitié vide. Il vit le courage qu'il avait coûté à la jeune guitariste de faire cette demande. Il connaissait bien ce type de courage, celui qui ne paraît pas héroïque de l'extérieur, mais qui, à l'intérieur, coûte tout. Il avait été dans suffisamment de situations d'effondrement au cours de sa propre carrière pour savoir ce que c'était que sentir le sol disparaître sous ses pieds à un moment qui était censé être un triomphe. Le silence continua. 30 secondes, 1 minute. Claire restait sur scène avec cette dignité fragile de celle qui tient debout uniquement par obstination. Serge éteignit sa cigarette, vida son verre et se leva. Personne ne prêta une attention particulière à un homme d'âge moyen qui se levait d'une table du fond. Il marcha vers la scène avec la même indifférence étudiée avec laquelle il faisait tout, les mains dans les poches, le regard légèrement baissé. Il s'approcha suffisamment pour que Claire l'entende sans qu'il ait besoin de parler fort. « Je chante », dit-il simplement. « Si vous voulez bien de moi. » Claire le regarda. Au milieu de la crise, avec les nerfs en lambeaux et les producteurs qui l'observaient, elle ne comprit pas immédiatement ce qu'elle voyait. Un homme plus âgé, veste en cuir, allure légèrement négligée, qui disait qu'il chantait. « Vous connaissez nos chansons » demanda-t-elle. « Quelques-unes, dit-il. Pour les autres, vous me donnez la structure et j'improvise. Ça devrait aller. » Il y avait quelque chose dans la manière dont il avait dit cela, non pas avec arrogance, mais avec un calme qui venait d'un endroit bien plus profond que la confiance, qui fit décider Claire en une demi-seconde. Elle ne savait pas qui il était. Ou peut-être le savait-elle, à un niveau subconscient, et refusait-elle d'y croire parce que c'était trop impossible. « Montez, dit-elle. Théo et Raphaël observèrent depuis les coulisses, où ils étaient restés avec Vincent. Quand Théo vit l'homme monter sur scène, il resta complètement immobile pendant plusieurs secondes. Puis il se tourna vers Raphaël et lui dit quelque chose à voix si basse que Raphaël dut lui demander de répéter. Raphaël entendit, regarda la scène et ferma les yeux un instant avec l'expression de quelqu'un qui essaie de confirmer qu'il ne rêve pas. Sur scène, Serge prit le micro avec une familiarité qui était totalement naturelle, sans l'affectation de celui qui s'adapte à un nouvel objet, mais avec l'aisance de celui qui a passé des décennies avec un micro à la main. Claire expliqua rapidement la structure de la première chanson, « La marée monte », qui était aussi la plus connue de leur répertoire, un morceau qui commençait lentement et montait jusqu'à un climax que Vincent avait l'habitude d'emmener vers des endroits inattendus. Serge écouta l'explication avec une attention sincère, posant des questions précises sur la progression harmonique du refrain et sur le tempo qu'il préférait. Puis il dit simplement « On y va quand vous voulez ». Quand Claire donna le départ et que Raphaël commença à battre le rythme, quelque chose changea dans l'air du club. Serge ne chanta pas « La marée monte » de la manière dont Vincent l'aurait chanté. Il n'essaya pas d'imiter le baryton rauque ni le style émotionnel du chanteur original. Il fit quelque chose de complètement différent et de complètement juste. Il parla autant qu'il chanta, avec cette manière unique de traiter la mélodie comme une conversation qu'il avait avec le texte, laissant les mots respirer avant de devenir musique. La voix n'était pas puissante au sens conventionnel. Elle était précise. Elle était ironique à certains endroits et d'une sincérité dévastatrice à d'autres, parfois dans la même phrase. Il y avait une texture en elle, quelque chose entre la parole et le chant, qui transforma La marée monte en une chanson complètement différente, sans changer une seule note. Le public comprit immédiatement qu'il entendait quelque chose d'exceptionnel. Il ne parvint pas encore à identifier quoi ou pourquoi, mais il y avait une attention différente dans la salle. Cette qualité de silence qui n'apparaît que lorsque les gens oublient de se comporter comme un public et commencent tout simplement à écouter. Claire ressentit le changement à travers sa guitare. Il y avait quelque chose dans ce que cet homme faisait avec sa voix, qui la libéra d'une tension qu'elle ne savait même pas porter. Elle commença à jouer d'une manière qu'elle réservait normalement aux répétitions, quand il n'y avait personne pour juger, quand la musique n'était que de la musique. Théo à la basse trouva un groove plus profond que d'habitude. Raphaël à la batterie sourit pour la première fois en 2 heures. Quand ils terminèrent La marée monte, les applaudissements furent immédiats et enthousiastes. Ce n'étaient pas les applaudissements polis que le public donne quand un groupe a dépassé une attente raisonnable.
C'étaient des applaudissements qui venaient d'un endroit différent, de personnes qui avaient été surprises par quelque chose qu'elles ne s'attendaient pas à ressentir. À la table des producteurs, l'un d'eux s'était penché en avant et observait l'homme au micro avec une intensité croissante. Il y avait quelque chose dans le profil, dans la posture, dans la manière de tenir le micro. Il ouvrit son téléphone et fit une recherche rapide. Il resta immobile pendant quelques secondes à regarder l'écran. Puis il le montra à son collègue. La deuxième chanson fut « Cendres et sel », qui avait une structure plus complexe et demandait au chanteur une capacité à passer de la légèreté au poids sans en perdre aucun. C'était la chanson dans laquelle Vincent surprenait le plus souvent les gens, car elle commençait presque comme une berceuse et finissait comme une confession. Serge l'aborda d'une manière que Claire n'aurait pu anticiper même en 50 ans d'imagination. Il trouva dans les vers une ironie qui était là, latente, mais que le groupe n'avait jamais complètement explorée. Une couche de sens qui transforma la chanson sans la trahir. Il y eut des moments où il s'écartait légèrement de la mélodie prescrite et trouvait quelque chose de mieux, quelque chose qui semblait avoir toujours dû être là. Ce fut pendant Cendres et sel que le journaliste des Inrecuptibles, assis près de la scène, comprit. Il regarda l'homme au micro avec cette expression de quelqu'un qui fait un calcul interne urgent. Puis il prit le bloc-notes qu'il portait toujours dans sa poche et commença à écrire avec une urgence qu'il n'avait pas ressentie depuis des heures. Dans l'intervalle entre la deuxième et la troisième chanson, Théo monta sur scène et s'approcha de Serge, avec l'expression de quelqu'un qui s'apprête à poser une question dont il a peur de voir la confirmation. « Pardon », dit Théo à voix basse. « Est-ce que vous seriez Serge Gainsbourg ?» L'homme le regarda avec cette expression qui était à la fois affirmation et refus d'en faire toute une affaire. « On continue » dit Serge. Théo retourna à sa basse. La troisième chanson était « Novembre sans fin », qui était le moment le plus exigeant du set. Un morceau long avec une section centrale qui demandait au chanteur une sorte de descente intérieure, une qualité d'exposition qu'il était difficile de feindre. C'était la chanson qui séparait les chanteurs des artistes. Serge la chanta avec une honnêteté qui fit que le club devint complètement silencieux au milieu de la section centrale. Ce type spécifique de silence, qui est le plus grand respect qu'un public puisse offrir à un interprète. Ce n'était pas le silence de l'attention polie. C'était le silence de personnes qui retenaient leur souffle, parce qu'elles avaient peur de perdre quelque chose. Quand il termina, il fallut 2 ou 3 secondes avant que les applaudissements ne commencent, car le public eut besoin d'un moment pour revenir à lui-même. À ce stade, l'identité de Serge s'était répandue dans la salle d'une manière à la fois rapide et prudente, comme une rumeur que les gens vérifient avant de répéter. La critique de Libération avait échangé des messages avec quelqu'un de confiance. Les 2 producteurs discographiques étaient maintenant complètement concentrés sur la scène, mais avec cette attention double de ceux qui regardent les marées noires et traitent en même temps ce que signifiait le fait que Serge Gainsbourg soit monté volontairement sur scène pour les aider. Serge continua à se comporter comme si le plus important sur ce plateau était Claire, Théo et Raphaël, ce qui était à la fois une générosité extraordinaire et la vérité la plus simple. Il pointait la guitare de Claire après ses solos. Il faisait un geste vers Raphaël à la batterie après les moments les plus forts. Il utilisait le micro pour ramener l'attention sur le groupe, pas sur lui. Quand ils terminèrent le set, l'ovation dura assez longtemps pour que Vincent, dans les coulisses, malgré la fièvre et le malaise, puisse entendre et comprendre que quelque chose s'était passé qui allait bien au-delà de tout ce que le groupe avait vécu auparavant. Claire annonça au micro, avec une voix légèrement tremblante, que son mystérieux assistant méritait d'être reconnu. Serge s'approcha du micro avec cette indifférence qui était en réalité une forme très particulière de présence. « Bonsoir », dit-il. « Je m'appelle Serge Gainsbourg. Ces musiciens sont extraordinaires. C'était un honneur. » Et il recula d'un pas, rendant le centre de la scène au groupe. Après le concert, tandis que les producteurs entouraient les marées noires, avec l'urgence de ceux qui se rendent compte qu'ils ont perdu du temps, Serge resta assis sur une chaise dans les coulisses avec Vincent, qui était descendu voir la fin du set enveloppé dans un manteau prêté par Raphaël. Ils parlèrent pendant presque 1 heure. Serge posa des questions sur les textes, sur la manière dont Vincent les avait écrits, sur l'endroit où il avait appris à utiliser le silence à l'intérieur d'une phrase. Vincent répondait avec l'honnêteté déconcertante de quelqu'un qui n'a pas encore appris à protéger ses processus créatifs. Et Serge écoutait avec cette attention rare, qui est le signe le plus clair de respect entre artistes. Avant de partir, Serge posa brièvement la main sur l'épaule de Claire. « Les chansons sont bonnes, dit-il. Vraiment bonnes. Ne laissez personne vous convaincre de les changer pour plaire à quelqu'un d'autre. » Puis il sortit par le même endroit par lequel il était entré, par la porte de derrière, de retour dans la nuit parisienne, avec le même pas calme avec lequel il était arrivé,
comme si ce qu'ils venaient de faire était simplement ce que n'importe quelle personne raisonnable aurait fait dans cette situation. Les Marées Noires signèrent un contrat 3 semaines plus tard. Sur leur premier album, dans les remerciements, il y avait une ligne simple que Claire avait insisté pour inclure. Pour celui qui est monté sur scène quand personne d'autre ne l'aurait fait. Pour celui qui est monté sur scène quand personne d'autre ne l'aurait fait. L'histoire circula dans les milieux musicaux de Paris pendant des mois. Mais pour les membres du groupe, ce qui resta ne fut pas l'histoire elle-même, ni le contrat, ni les articles qui suivirent. Ce qui resta fut le souvenir d'un homme qui avait toutes les raisons du monde de rester assis à sa table à finir son whisky, et qui s'était levé quand même,